Social selling. Les quiz, en fait, ça a été un peu, il y a quelques années, quand j'ai lancé les quiz sur la page, ça a été comme le gros wow. On a été chercher, je me rappelle bien, quelque chose comme 70 000, 75 000 leads à travers les quiz en quelques mois parce que j'avais justement une page qui avait été bien bâtie. Mon nom est Antoine Gagné. Au nom de toute l'équipe de J7 Media, je suis très content de vous avoir avec nous aujourd'hui pour un nouvel épisode de Social Selling. Bâtir un brand et créer une communauté autour de sa marque peut être la différence entre une entreprise qui perdure à travers les années et une organisation qui s'éteint assez rapidement. Mon invité du jour, Phil Kyprianou, en est la preuve vivante. Phil, qui est fondateur de l'entreprise GoatRider, a été capable de pivoter sa compagnie en intégrant une nouvelle gamme de produits à sa communauté déjà très engagée. Phil, merci de prendre du temps avec nous aujourd'hui. Ben, merci à toi pour l'invitation, c'est très gentil. Puis, Phil, je le disais dans l'intro, tu es fondateur de GoatRider. L'entreprise, si je me trompe pas, a été fondée en 2015. Puis à ce moment-là, vous vendiez spécifiquement des bijoux. Peux-tu nous expliquer un peu aujourd'hui la genèse de l'entreprise, puis également ce qui t'a poussé par la suite à pivoter ta gamme de produits et maintenant, en 2020, à vendre du café? Ben oui, absolument. Ben en fait, tu vois, l'entreprise, si on prend ça à l'origine, comme tu dis, c'est arrivé un peu par accident. Quand j'ai commencé à vendre en ligne de façon, je dirais, professionnelle, donc à temps plein, je vendais un peu de tout et n'importe quoi. Puis, je suis tombé par hasard sur une gamme de produits qui, je dirais, était beaucoup plus axée sur le monde ou l'univers des bikers, des gens qui aiment la moto, qui aiment les tatous, dans cette espèce d'univers là. Puis ça a très bien marché et puis là je me suis dit à un moment donné ben écoute, j'avais un magasin général donc je vendais tout et rien, tu sais, autant des trucs à des infirmières, disons, que des trucs à d'autres corps de métier ou à même des gens, tu sais, qui étaient dans les jeux Donjons et Dragons, etc. Tu sais, toutes sortes de trucs. Tu sais, c'était vraiment un gros mélange. Puis là, je me suis dit, écoute, tu sais, ça a pas de sens. Les gens, ils viennent sur mon site, ils commencent à magasiner les acheteurs qui avaient des produits très spécifiques à leur niche. Puis c'était un petit peu un bordel, là, dans le fond. Puis là, j'ai dit, bon, ben écoute, je vais créer un site qui va être beaucoup plus ciblé. Ben en fait, plusieurs sites, parce qu'à un moment donné, je me suis ramassé avec 10 boutiques en ligne à gérer. Et j'avais créé, dans le fond, cette boutique-là qui était GoatRider. J'avais pas d'idée que ça devienne un brand et tout ça. Puis je m'étais dit, ben, tu sais, tous mes produits qui sont dans la même niche, je vais les regrouper. Puis j'avais fait ça avec d'autres boutiques ensuite. Puis GoatRider est ressorti du lot à un certain moment, vraiment par rapport à toutes les autres boutiques. Puis c'est là que j'ai décidé de mettre un peu plus le focus là-dessus. Et on vendait, dans le fond, on n'avait pas mis à part les t-shirts qu'on faisait, qu'on était propriétaire, on les dessinait, tout ça. Tout le reste, les autres bijoux étaient fabriqués en Chine. C'était des choses qui pouvaient se retrouver, d'autres personnes pouvaient vendre également. Donc, c'était pas quelque chose qui était propre et unique à nous. Et on importait et on faisait tout cette espèce de démarchage-là. Puis à un moment donné, ben, on s'est rendu compte que la rapidité, disons, d'envoi à nos clients, la qualité de la façon que c'est envoyé à nos clients, ça correspondait de moins en moins à ce que je voulais offrir en termes d'expérience. Et de là, ben, j'ai commencé à explorer justement d'autres avenues. Donc, comment moi, je pouvais, dans le fond, produire ces bijoux-là localement. Comment je pouvais transformer puis rendre ça plus, dans le fond, dans un brand où je pouvais avoir le contrôle de A à Z, justement, sur l'expérience client. Et j'ai fait des tests entre 2015 2017. J'ai commencé vraiment à m'intéresser à la bijouterie. J'ai commencé à développer mon réseau de contacts localement ici. Et on a commencé à produire vraiment une ligne de produits faits localement pour le marché. La grosse différence, c'est que on partait d'une entreprise qui faisait beaucoup de volume parce que les bijoux, à ce moment-là, tu sais, c'était des bijoux qu'on vendait peut-être entre, je sais pas, 30, 60 $. On avait d'autres accessoires aussi, des portefeuilles, des trucs comme ça. Ça restait toujours dans l'accessible. Par contre, faire une espèce de pivot à ce moment-là, dans ce monde-là, ben, on transformait deux choses. Un, ben, évidemment, le produit, le prix du produit qui pouvait plus être le même, puis le type de client auquel on s'adressait aussi qui n'était plus le même. Donc, quand on a commencé à vendre cette nouvelle gamme de produits, on avait certains produits forts qui fonctionnaient bien, mais jamais au même volume qu'on avait au départ.
Et aussi, on s'est rendu compte très vite que le segment de marché, dans ce même segment auquel on visait, on avait un segment qui avait de l'argent, puis un segment qui avait moins d'argent. Et évidemment, la proportion, vient évidemment avec la valeur. Donc, il y a moins de gens qui sont capables de se permettre, par exemple, une Rolex versus une Timex. Tu sais, donc, on arrivait un peu à ça. Donc, ça, on s'est un peu, je te dirais, tu sais, cogné le nez par rapport à mes ambitions puis mes vues par rapport au brand. Puis là, j'ai commencé à voir, ça va être beaucoup plus difficile et prendre beaucoup plus de temps, d'argent pour rentrer dans ce marché-là, un marché qui était très réceptif toujours à ce qu'on faisait, où comme tu dis, comme tu as mis en intro, on avait une communauté qu'on avait bâtie, on avait des gens qui nous suivaient, qui étaient très intéressés à la marque, mais il y avait un certain frein parce que là, on touchait vraiment un plus petit pourcentage de la population qui avait les moyens. Et ça affectait évidemment les revenus auxquels on était habitués avec cette marque-là. Donc, il a fallu se repositionner et ça a pris du temps, en fait. Donc, ça a pris beaucoup de temps. Autant qu'on continuait à vendre, on a essayé beaucoup de choses, beaucoup d'angles différents avec la marque après ça en 2018-2019. Puis en 2020, avec le COVID, j'ai eu un moment, comment je pourrais dire ça, peut-être d'épiphanie, je sais pas comment on dit ça, là, mais en anglais, je sais que c'est une expression qui revient souvent, mais c'est comme un gros... Hey, dans le fond, tu sais, ma marque, tu sais, c'est pas seulement un produit, c'est un lifestyle. Donc, comment je fais pour rentrer chez les gens? Tu sais, c'est quoi le quotidien des gens? Puis depuis des années, en fait, je regardais comment je pouvais tourner ma business en allant dans le consommable, plus dans un produit que je pouvais travailler le répétitif, qui était beaucoup plus accessible. Et j'avais identifié, dans le fond, certaines niches, dont les suppléments, parce qu'il y avait une partie aussi de ma communauté qui était très, je dirais, sportif, qui aime le gym, etc., tout ça qui se tient au gym. Donc, il y avait un croisement dans ma niche actuelle puis dans cette niche-là. Donc, il y avait c'était possible. Il y avait le côté cosmétique aussi parce que on avait une belle clientèle de femmes également. Et on s'est rendu compte que le marché était très mal desservi côté cosmétique pour femmes plus badass. Donc, on avait identifié justement cette niche-là. Et il y avait la niche du café parce qu'il y a à peu près 10 ans de ça, ça a toujours été fait partie de moi. Je suis toujours un amateur de café, etc. Puis j'avais tenté l'aventure, mais pas eu les bons partenaires. Ça avait pas été le bon timing, etc. Et j'avais mis ça un peu de côté. Puis, depuis quelques mois, avec mon agence également, j'avais consulté justement une entreprise dans le café. Puis, dans le fond, on s'est liés d'amitié, on a eu une super de bonne relation. Puis, à un moment donné, j'appelle, je dis, écoute, ça serait-tu possible de faire ça? Puis, qu'est-ce que ça prend? Puis, tout de suite, on a mis les choses en place, chacun de notre côté. Puis, en 2 semaines, on s'est reviré de bord, on a monté une marque, on a monté une image, on a remonté le branding, puis on s'est mis à vendre du café comme ça, tu sais, vraiment là, instantanément. Puis ça a accroché rapidement. Donc, tu sais, là, je te fais ça à top niveau, là, vraiment tout ce qui s'est passé, mais ça donne un peu le pivot qu'on a fait. Puis j'ai l'impression que il faut toujours s'adapter dans tous les cas. Puis surtout avec ce moment-là, ce moment de réflexion que j'ai eu avec le COVID, que dans le fond, on vend pas un produit, on n'est pas une marque de produit, on est une marque de lifestyle, puis ça change énormément dans ta perspective. Parce que demain matin, si le café, dans le fond, c'est plus à la mode, puis c'est d'autres choses, on est capable, parce que notre communauté alimente, en fait, les produits ou les besoins versus que ça soit l'inverse. Puis ça, c'est un rôle majeur. Évidemment, tu sais, t'as des compagnies qui sont très produits, puis je pense que t'as des compagnies qui sont très lifestyle. Il y en a qui sont capables de faire un peu des deux. Puis c'est là qu'il faut trouver l'équilibre. Effectivement. Et quelque chose que tu as dit que je trouve fascinant puis que j'en parlais également dans l'intro, le volet communauté. Je pense que en 2020, si tu es capable de bâtir une bonne communauté, à la fin de la journée, tu es capable, comme tu l'as prouvé, de twister un petit peu tes produits puis de leur vendre des produits différents. Question pour toi, comment as-tu bâti cette communauté-là? C'est quoi le channel principal que tu es capable de t'adresser à cette communauté-là? Est-ce que c'est par courriel? Est-ce que c'est par Facebook? Est-ce que c'est par Instagram? Parlons un peu de ça.
En fait, je te dirais que ma communauté s'est bâtie vraiment avec ma page Facebook au départ. Donc, j'ai développé une stratégie au tout début que je commençais à faire de la vente en ligne, c'est bâtir des pages par communauté, par segment de marché. Donc, j'avais des pages comme I love Dragon Boat, I love Dungeons and Dragons. Tu sais, j'avais des centaines de pages comme ça que j'ai mis beaucoup d'argent à travers les années pour bâtir en fait ce fanbase. À une époque, on disait bon, les fans, ça coûtait pas cher, let's go, on filait des pages. Puis à un moment donné, il y a eu comme un trend où ah non, mais les fans, ça marche pas. Puis maintenant, il faut payer. Puis après ça, on n'a plus de traction. Ben moi, je peux te le dire, en 2020, ça marche encore cette stratégie-là. J'ai des pages que je continue d'alimenter, même si je ne suis pas dans ce segment de marché, parce que j'ai tellement d'engagement que si je pose quelque chose qui est relié ou que ça soit un produit ou que je fais de l'affiliation avec un partenaire, je suis capable de tirer du jus. Donc, c'est une espèce d'asset, là. Dans le fond, c'est quelque chose qui a une valeur. Et c'est un peu la même chose, dans le fond, que j'ai fait au départ avec Goth Rider, c'est que j'avais une page qui s'appelait I'm a Biker, dans le fond, et je mettais des memes, je mettais toutes sortes de contenu à l'intérieur qui faisait que ça boostait énormément. Puis, ce que j'ai fait il y a quelques années, c'est que j'ai switché cette page-là, dans le fond, c'est que je l'ai rebrandé à Goth Rider en même temps. Quand j'ai décidé que ça allait devenir un vrai brand, donc j'étais rendu à pas loin de 180 000, 195 000 fans sur cette page-là de gens qui suivaient, commentaient. Puis tu sais, à chaque fois que je postais, j'avais des centaines, des fois même des milliers de personnes qui commentaient, répondaient, etc. Donc, l'attraction, elle est venue surtout au niveau du contenu, entre autres, parce que je donnais du contenu qui était ciblé dans une page ciblée et nichée pour ce genre de niche-là. Aujourd'hui, la différence, je te dirais, c'est que les pages, effectivement, ont pas la même traction qu'elles avaient, mais elles sont encore très, 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 très fortes si tu sais bien les utiliser. Cette espèce, je te dirais, de traction-là, tu vas la retrouver plus dans des groupes maintenant. Donc, si tu es capable de bâtir des groupes Facebook, de la même façon, par exemple, qu'on bâtissait les pages à l'époque, tu vas être capable de bâtir tant et aussi longtemps que toi, tu restes actif et que tu deviens un peu le moteur de contenu jusqu'à temps qu'il y ait assez de gens qui, eux, deviennent aussi des créateurs de contenu pour tes groupes, tes pages de ton côté. Donc ça, c'est une stratégie, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que en ayant cette page-là, j'ai pas laissé ça juste vivre par la page. J'ai commencé à faire des concours, j'ai commencé à faire des quiz. Puis les quiz, en fait, ça a été un peu... il y a quelques années, quand j'ai lancé les quiz sur la page, ça a été comme le gros wow. On a été chercher, je me rappelle bien, quelque chose comme 70 000, 75 000 leads à travers les quiz en quelques mois parce que j'avais justement une page qui avait été bien bâtie. Donc, ça m'a permis des fans qui étaient là où on avait plus ou moins accès, disons, à leur nom, leur email, etc. Ben, j'étais capable de transférer ça là-dedans. Et ça m'a permis justement après ça de générer de l'argent, bâtir des ventes encore plus et tout ça. Donc, tu sais, on passe, c'est quasiment comme vraiment un tunnel de vente si on l'applique aujourd'hui, là. Donc, t'as ta page, tu génères du contenu, après ça, tu mets un quiz, tu mets un concours, t'attires les gens vers ton courriel, puis après ça, tu commences à pousser justement des newsletters ou courriels automatisés vers des produits que tu penses qui sont intéressants pour tes membres, ta communauté, là. Donc, c'est à peu près ça. Puis, une question que je te poserais, on le voit un petit peu au niveau organique, comment tu t'y es pris. J'aimerais que tu me parles de la différence au niveau de tes stratégies d'acquisition. Moi, je le sais, on en a eu des discussions ensemble. Tu es un grand fan de la publicité Facebook, comme nous. Je pense que tu trouves que ce canal-là est très, très puissant, spécifiquement en e-commerce. Est-ce que les techniques d'acquisition, si on parle de techniques de stratégie payante, tu as eu un gros shift à faire? Est-ce que tu es encore beaucoup dans du Facebook Ads avec ton brand en ce moment de café ou tu as été obligé de shifter peut-être sur d'autres types de canaux payants pour aller faire de l'acquisition?
Aujourd'hui, ça reste que j'ai essayé tous les canaux. Hein. Donc, on a, à travers les années, puis même encore aujourd'hui, on a investi continuellement en Pinterest. On a parti la semaine passée en YouTube. Donc, et ça reste encore que Facebook, puis même dans Facebook/Instagram, Facebook est le moteur numéro 1 pour acquérir des clients encore aujourd'hui. C'est le plus efficace et c'est celui qu'on mesure le mieux, dans le fond. Et surtout, je te dirais que ça soit du top du funnel jusqu'au bottom, comme on dit, dans toute cette séquence-là, c'est elle la plus facile à mesurer. Quand on est dans du YouTube, on sait qu'on va être beaucoup plus dans le top. Quand on est dans du Pinterest, on sait qu'on va être beaucoup plus dans le top. Puis tout le reste est excessivement difficile à mesurer. C'est quoi les retombées et sur combien de temps? Parce que justement, chacun de ces canaux-là ont leur propre comportement. Et ce qui est le fun de Facebook, c'est que ça passe dans un fil. Puis si tu y vas pas maintenant, tu as peur de le manquer. Donc, c'est l'espèce de peur de manquer qui crée cette espèce de force dans Facebook au terme de publicité. Versus un Google, un Google, tu sais ce que tu veux. Tu tapes, tu sais, puis si tu oublies ou si tu l'as pas vu, tu vas retaper demain puis tu vas avoir le même résultat. Dans Facebook, ça marche pas. C'est là ou jamais. Tu sais, c'est un peu ça. Puis Pinterest, c'est le même principe. Tu sais, tu peux être en mode recherche, tu peux être en mode découverte, tu le mets dans ton pinboard. Mais après ça, tu vas pas l'acheter tout de suite parce que tu l'as sauvé dans ton pinboard. C'est un peu ton wishlist. Fait que tu vas revenir quand? Dans 30 jours, dans 45 jours? Tu le sais pas. Où on voit qu'il y a un gros potentiel, par contre, c'est YouTube. Parce que YouTube a un peu un effet similaire à Facebook. Par contre, ça reste encore excessivement difficile dans l'espèce peur de manquer, en fait. Donc, les gens vont le voir, vont cliquer. Et après ça, ben s'ils l'ont pas sauvé, dans le fond, c'est ton click-through rate, on y va vraiment plus technique, va être pratiquement aussi élevé. Tu peux aller chercher aussi élevé que Facebook, mais la partie manquante, c'est vraiment l'espèce de peur de manquer. C'est là que ton landing page est super important parce que si t'es pas assez agressif là, c'est là que tu vas le manquer. À la différence de Facebook, on dirait que c'est vraiment le mindset est différent. Fait que chaque plateforme, faut s'adapter avec. Je parle pas de Snapchat, je parle pas de TikTok. TikTok, on n'a pas essayé encore, mais c'est très similaire à Snapchat en termes de comportement. Snapchat, on n'est pas là pantoute pour plusieurs raisons. Un, c'est pas notre target, c'est excessivement jeune. Et on sait que tout ce qui est en bas de 24 ans, c'est très difficile aux jeunes de les faire convertir. Pour X, Y raison, ça peut être parce qu'ils n'ont pas de carte de crédit, ça peut être parce qu'ils sont pas dans ce mode-là pour ce type de produit-là, dans le fond. Ils vont être peut-être plus game, ils vont être plus, tu sais, il va y avoir un paquet d'autres éléments qui vont être attachés à ça, là. Si vous faites de la publicité Facebook, vous vous êtes sûrement déjà posé la question suivante: comment j'augmente mon budget publicitaire sans impacter mon coût d'acquisition? Chez J7 Media, on gère près de 1 million de dollars de publicité Facebook par mois et on a décidé de vous faire un guide complètement gratuit de plus de 20 pages vous montrant comment amener vos campagnes de 0 à 1000 dollars par jour sur Facebook. Pour le télécharger, rendez-vous à l'URL suivant: expert.j7media.com/social selling. Donc, je répète, expert au pluriel, EXPERTS.j, le chiffre 7, média au singulier.com/social selling, SOCIALSELLING. Le lien est également dans les notes de l'épisode. De retour à la discussion en cours. T'as effleuré un peu le point. T'as lancé une agence également, oui. Je pense que tu l'as lancé, je voyais spécifiquement janvier 2020, là, ouais, officiellement, mais peut-être que bon, tu avais fait quelques itérations en 2019. Ouais. Il y a quelque chose, c'est un peu un fantasme dans la tête de plusieurs propriétaires d'agences. Moi, je fais partie de ceux-là, de vouloir utiliser notre agence à un certain point et de bâtir des brands et d'incuber certains projets à l'intérieur de notre organisation. Beaucoup de gens que je côtoie ont cette vision-là. Toi, parallèlement, on dirait que c'est un peu l'inverse qui s'est passé. GoTrider a été lancé, j'imagine peut-être avec les expériences que tu as faites ici, peut-être avec ton réseau de contacts également. Tu t'es dit, j'ai une demande, je vais essayer de lancer une agence qui va faire de la prestation de services en e-commerce d'un autre côté. Parle-nous un peu de cette dynamique-là entre les deux organisations. Comment GoTrider va aider Obvi? Comment Obvi, qui est le nom de ton agence, va aider GoTrider?
pour essayer de comprendre un petit peu la dynamique entre les deux organisations? Ben, en fait, à l'origine, je m'en allais pas, lancer une agence. J'ai été sollicité. En fait, c'est que j'ai beaucoup de gens dans mon réseau qui voyaient ce que je fais puis ils se disent, Phil, veux-tu m'aider? Y a-tu moyen? Puis là, j'étais comme, oui, j'aime aider, j'adore aider les gens. Puis je passe souvent même beaucoup de temps à aider du monde pour le plaisir de le faire parce que c'est le fun l'e-commerce. Moi, je suis passionné par ça. Puis j'essaie en même temps de transmettre ma passion de ce côté-là. Puis c'est un peu ça en fait qui est arrivé, c'est que j'ai lancé par la force des choses parce que les gens avaient besoin d'aide, ils savaient pas comment être aiguillés, où s'en aller par rapport à ça. Et j'ai décidé justement d'offrir mes services. J'ai décidé aussi de pas avoir beaucoup de clients pour justement donner du temps de qualité à chacun d'eux et d'avoir du temps pour moi, pour mon brand aussi en même temps à travailler. Donc, l'idée par rapport à ça, puis ce que j'ai appris aussi à travers les années, c'est que le côté agence, ça peut devenir une extension dans le fond de ce que toi tu fais. Donc, dans mon cas à moi, je prends mon expérience et vu que j'ai les mains en fait dans mon carré de sable, c'est facile de dire et de montrer ce que je fais, qu'est-ce qui fonctionne. Puis on en parlait l'autre jour, on se disait moi je le vois qu'est-ce qui se passe en temps réel avec Facebook, je peux être beaucoup plus agressif de mon côté puis voir OK ça va-tu marcher, si ça marche, je peux l'appliquer à un client ou lui proposer. Souvent quand tu es à l'inverse, t'as la limitation du client. Tu sais, t'as pas ton sandbox nécessairement à toi. En fait, tous les clients sont un peu un sandbox, mais tu es toujours limité par ce que tu peux faire ou tu peux pousser la machine parce que tu vis dans un cadre. Moi, j'ai pas de cadre demain matin. Si je veux faire quelque chose de complètement fou, je vais le faire puis je vais prendre la responsabilité puis je vais me faire taper ses doigts s'il faut, mais c'est moi le responsable. Je peux pas faire ça avec un client. Par contre, je peux leur montrer. Donc, tu sais, je peux leur dire, écoutez, moi, j'ai fait ça. On a tiré un peu plus, on a été un peu plus agressif. Voici ce que ça donne. Est-ce que ça tente de faire ça? Ou, par exemple, on utilise des budgets peut-être plus agressifs. Tu sais, ça peut être dans les budgets, ça peut être dans l'angle, ça peut être dans un paquet de trucs. Fait que pour moi, ça me donne, l'expérience. Deuxièmement, ça bénéficie beaucoup aussi le client parce que le client, il voit, Phil, il le fait, ça marche. Ou ça n'a pas marché, moi, je suis complètement transparent. Je vais leur dire, écoute, j'ai essayé ça n'a pas marché. Je te conseille de pas le faire non plus de ton côté. Fait qu'il y a une bonne synergie de ce côté-là. Maintenant, si on le prend à l'inverse, donc si on le prend côté client, puis quand on travaille beaucoup avec des clients, puis on veut essayer de monter un brand, la grosse différence que j'ai remarquée, c'est la réalité de la chose par rapport à la pression que tu as à gérer ton propre budget, ta propre marque, tes propres affaires. Tu as un stress. Tu te dis, là, c'est mon argent à moi, là. Là, c'est pas pareil, là. Quand je mets un 100$, puis surtout dans la modalité d'agence, parce que quand on est en agence, en général, on build du temps, puis on gère le budget des autres. Puis tu sais, c'est un modèle d'affaires, là. C'est un modèle d'affaires, c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que là, prendre ton argent à toi, que t'as pas normalement l'habitude de dépenser, puis là, dire, OK, là, il va falloir que je dépense peut-être la même chose que mes clients dépensent. Puis si ça marche pas ou si je suis pas assez patient, là, ce temps-là, puis cet argent-là, je le retrouve pas. Là. Il y a zéro façon. Là, tu sais, c'est comme, fait que c'est très différent. Puis il y a aussi un apprentissage qu'on pense qui est bon des fois. Tu sais, c'est un peu un coach de football. Tu sais, un coach de football, il a peut-être jamais joué au football, il a jamais été dans le field dans sa vie, mais il est très bon coach, il est très bon stratège, il sait où il s'en va. Mais demain matin, là, mets-y le ballon dans les mains puis dis là, toi demain matin, tu deviens quarterback. Let's go, tu fais une saison avec nous là. Oh my God, il risque de chier dans ses culottes. Excuse-moi là, mais c'est ça la réalité. Fait que c'est un peu ça aussi qui se passe côté agent. Il y en a qui vont être capables de faire les deux. Tu sais, on a vu des bons. Tu sais, tu prends un Patrick Roy, très bon goaler, très bon coach. Il est capable de faire les deux. Il a été aux deux endroits. C'est possible, mais c'est pas tout le monde. Puis c'est ça un peu le truc. Puis moi j'ai fait une implantation dans une agence qui a décidé de se lancer de ce côté-là. Puis ça a très bien été, mais ça a été très dur parce qu'il y a une question de mindset. Ton mindset, il est plus pareil à ce moment-là. Fait qu'il faut que tu l'adaptes comme un brand owner, en fait, mais en même temps, tu restes attaché à tes habitudes d'agence.
Fait que c'est ça je te dirais que c'est ça le gros challenge de ce côté-là. Maintenant, pour répondre à une autre question, qu'est-ce qu'on apprend des clients? Fait qu'on apprend beaucoup des clients aussi. Moi, en fait, ça, c'est la partie que j'aime parce que je suis toujours en mode learning. Tu sais, j'adore apprendre, etc. Puis j'adore apprendre aussi sur le marché. Le truc qui est le fun avec le e-commerce, puis probablement tu le sais, c'est que en travaillant avec beaucoup de clients, tu as une vue d'ensemble sur le marché de ce qui se passe dans l'industrie. Puis d'une niche à une autre, tu peux voir s'il y a des choses qui se croisent, s'il y a des choses qui sont totalement aussi à l'opposé. Fait qu'on sait, tu sais, des fois dans les cycles, il y a certains commerces qui suivent tous le même cycle. Et il y en a d'autres qui suivent pas le même cycle, qui sortent hors du jeu. Puis moi, c'est là que je trouve ça intéressant. Tu sais, pourquoi ce type de produit-là ou ce type de marque marche quand tout le monde est off, quand tout le monde est pas là. Fait que ça me pousse un peu à voir, OK, y a-tu quelque chose qui fait, ou c'est juste une question de cycle d'achat, parce que dans ce moment-là de l'année, c'est ça la saison forte, puis finalement, c'est ça pour tout le monde dans son industrie à lui, pour son type de produit. Fait que ça, c'est le fun aussi parce que, veut pas, c'est du, comment je peux dire ça? Je vais le dire en anglais, là, mais du knowledge dans le fond. C'est du knowledge de la connaissance, voilà, qu'on va chercher qu'on n'aurait pas sinon. Ça nous donne une plus grande perspective d'ensemble sur aussi ce qu'on peut conseiller encore là. Fait que tu sais, chaque client qu'on apprend, ben ça nous amène aussi à conseiller un autre client par rapport à qu'est-ce qu'on voit. Puis aussi quand tu sais, on sait là, la fluctuation sur Facebook, c'est des fois c'est hot, des fois c'est n'importe quoi. Puis des fois on se demande, on fait-tu quelque chose de mal? Y a-tu quelque chose qu'on comprend pas? On est-tu pas bon des fois, tu sais? Mais la réalité c'est pas ça, c'est le marché. Puis en travaillant avec des clients, ben ça nous confirme en fait, tu sais, ça nous confirme est-ce que oui c'est vrai, c'est-tu tout le monde qui a ça ou c'est juste ciblé. Puis quand c'est ciblé, ben tant mieux parce que ça nous pousse juste nous à nous réajuster par rapport à ce qui se passe. Donc voilà, tu sais c'est multidirection. C'est une très bonne réponse. Puis je fais du pouce là-dessus. On avait une discussion, toi et moi, la semaine dernière. On se disait, mais qu'est-ce qui s'est passé en juillet sur Facebook? Ça a été autant que les derniers mois ont été impressionnants. Bon, peut-être que c'est à cause du COVID. Bon, plein de choses. Le CPM était plus intéressant. Donc, on pouvait être un petit peu plus agressif. On arrive en juillet. Et là, moi, je voyais ça sur l'ensemble de nos comptes clients. Les résultats ont été beaucoup plus compliqués qu'en juin. Tu me dis la même chose. Je parle avec un autre propriétaire d'agence qui fait un peu du Facebook Ads, la même chose. Donc, cette vue d'ensemble-là peut te rassurer également, tu sais. Ouais. Elle peut te rassurer, te dire, c'est pas juste toi. Il y a eu un pouvoir d'achat peut-être moins important du consommateur en juillet qui peut s'expliquer pour 1 million de raisons, là, tu sais. Exactement. Puis ça c'est, tu sais, quand on est dans la publicité, moi je compare souvent ça au marché boursier un peu. Tu sais, on est des traders dans le fond. Tu sais, on trade la publicité en ligne, c'est live. Chaque jour, faut s'ajuster. C'est du day trading, c'est la même affaire. Puis il faut être au courant de ce qui se passe. Puis on fait de la spéculation nous-mêmes aussi. Tu sais, on pense que parce que telle chose. Tu sais, cette année, tu sais, c'était vraiment intéressant parce que on se disait, bon, ben là, les gens restent à la maison, la consommation va augmenter. Fait que là, on l'a vu. Oui, ça, c'est vrai. Après ça, on s'est dit, bon, ben les gens, ils vont voyager moins, ils vont rester chez eux. Ils vont peut-être continuer à acheter. Bip, c'était pas ça qui est arrivé. Tu sais, il y a eu d'autres choses. Puis après, ça arrive des mises à jour des plateformes. Fait que là, ça vient créer de la confusion encore plus. Là, des grands joueurs disent, hey, nous, on retire nos billes pendant tout l'été. Fait qu'il va y avoir plus d'espace. Finalement, on pensait qu'on allait gagner là-dessus. Puis c'était c'était pas ça pantoute. Fait que c'est continuellement, c'est exactement comme un travail, comme un trader qui est en bourse. On doit rester informé, on doit suivre tout. Il y a une partie aussi qui est, comment je peux dire ça, du gut feeling dans le fond aussi. Tu sais, fait que on y va, on se dit bon ben ok, on pense que la tendance va vers là, fait qu'on s'ajuste. Fait que moi je trouve ça super stimulant, mais ça amène justement beaucoup de défis. Puis c'est côté agence, ben il faut l'expliquer au client. Puis le client a besoin d'être éduqué continuellement. Mm-hmm. Et pour des fois, tu sais, scaler, un client il se dit ben augmente juste le budget, là, double-moi ça là. Ça marche pas de même, monsieur.
Ça marche pas de même. Ou même, tu sais, c'est comme pourquoi j'ai pas de traction ou pourquoi écoute, faut laisser le temps, tu sais, faut trouver les bonnes niches, faut trouver les bons angles, tu sais, il y a beaucoup de temps. Puis ça c'est le truc en travaillant quand tu prends un nouveau client. Là, on parle vraiment agence, ça, mais quand tu parles un nouveau client, c'est lui faire accepter aussi un budget, tu sais, qui a du sens parce que ça prend du temps à ajuster, tu sais, premièrement à régler le compte, tu sais, parce que un compte à un autre va pas se gérer de façon différente. Après ça, tu sais, t'as tout l'aspect des optimisations qui est en arrière. Comment tu optimises graduellement ton compte? Puis après ça, tu sais, chaque changement que tu fais a un impact sur comment le contrat. Donc ça prend beaucoup de temps. Et dans ce temps-là, tu vas brûler du cash. C'est plate à dire, mais tu vas brûler du cash. Maintenant, moi, mon approche, c'est de dire, tu as combien d'argent à brûler avant et tu es prêt à combien de brûler d'argent avant de commencer à avoir de la profitabilité. Et moi, je l'ai fait parce que, tu sais, j'ai Gothrider, mais j'ai une autre business. Puis elle, j'apprends souvent comme exemple, on fait des ugly sweatshirts, en fait. On travaille là 3-4 mois par année. Puis on vend des ugly sweatshirts. Après ça, j'arrête mi-janvier les campagnes. Merci, bonsoir. Puis that's it, that's all. Moi, la première année que j'ai décidé de lancer dans ce marché-là, là, ça m'a coûté 50 000 $ de mes poches. Okay? J'ai brûlé 50 000 avant de commencer à avoir du profit. Juste pour réguler le compte, s'assurer que on trouve le bon angle, la bonne optimisation, chaque chose. Puis après ça, oui, ça a été super profitable. Mais es-tu prêt à gager là-dessus? Faut que tu saches qu'est-ce que tu fais. Moi, j'étais en confiance parce que je l'avais déjà fait avant, mais quelqu'un qui se lance avec un nouveau brand, une nouvelle marque, qui veut attaquer un nouveau marché, on n'est plus en 2015 ou 2014 où tu pouvais rouler des campagnes à 5 $ par jour puis faire 10 fois retour sur investissement. Là, tu sais. Ça existe encore, mais c'est rare. Puis tu as dit un truc qui était très intéressant. Il faut que tu éduques ton client. Ouais. Puis je pense que c'est là que les gens qui font de la prestation de service, qui font du consulting, qui travaillent en agence, s'ils peuvent retenir un point que tu dis que je trouve tellement pertinent, c'est il va y avoir des enjeux. Es-tu capable de bien manager les expectations? Ouais. Es-tu capable d'éduquer, d'informer, de dire, regarde, ça fait 100 fois que je le fais, les 3 premiers mois sont complexes. Oui, absolument. Voici ce que tu peux t'attendre, voici l'argent que tu peux t'attendre à perdre, voici l'argent que tu peux t'attendre à gagner aussi. Mais regardons pessimiste pour être certain que s'il y a un bon coup qui arrive, on va tout être content. Puis s'il y a un mauvais coup qui arrive, on l'avait déjà prévu, tu sais. Et tout part dans l'explication, la compréhension. Puis je pense qu'il est là la grosse valeur ajoutée que la prestation de service que du monde en agence, que du monde qui font du consulting vont pouvoir amener en 2020. Question pour toi également. Je fais un peu également du pouce à ça. Exactement. Ben, tant qu'à être là, on parlait d'e-commerce, pub Facebook. Ouais. As-tu des astuces, des petits trucs, quelque chose que tu as vu là dans une de ces deux verticales-là qui a capté ton attention récemment puis qui pourrait peut-être bénéficier les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui font beaucoup de pub Facebook et de marketing en ligne? Ben, en fait, tu sais, ce qui est important, c'est le facteur curiosité. Tu sais, fait qu'il faut que tu arrives à développer le facteur curiosité pour augmenter le plus possible le click-through rate. En fait, ça, c'est un bon indicateur pour commencer. Moi, dans les 2 dernières semaines, on a commencé à tester des témoignages de personnes. On s'est rendu compte que ça skyrocket complètement tout le reste de la pub qu'on faisait. Puis c'est un vidéo genre style amateur, iPhone vertical, personne qui présente le produit, merci, bonsoir. Écoute, j'avais jamais vu ça, là, mais on avait entre des 5 et des 8 % de CTR sur du vidéo, quand en général on tourne à du 1.25 à peu près de notre côté en moyenne, là, tu sais, puis des fois plus bas, mais tu sais, je te donne globalement. Fait que quand on a vu ça, on s'est dit wow, ok, là il y a quelque chose qui se passe de ce côté-là. Les gens, tu sais, c'était rien d'extraordinaire, là, tu sais, c'était vraiment style quasi amateur, semi-l'air scripté, mais ça a créé de l'attention, ça crée. Puis là, écoute, là, pas seulement ça. Le CTA a augmenté, mais le CPM a baissé. C'est quelque chose que j'ai rarement vu à l'inverse. Là, je me demande, est-ce que Facebook, justement, a vu l'attraction? Est-ce que là, ils vont te donner du jus à cause de ça? Fait que, faut jamais, en fait, ce qui est important, là, puis encore là, faut jamais sous-estimer, le contenu user-generated content, en fait, du contenu généré par les gens. Deuxièmement, tester toutes sortes de créatifs
possibles, qui vont créer la curiosité et qui vont être totalement différents de ce que vous voyez dans votre feed. Parce que on voit souvent toujours la même chose. Tu sais, des images statiques ou des vidéos qui sont à peu près packagées de la même façon. Dès que tu sors du lot, c'est là, je pense que tu vas avoir du jus. Puis ça, là, ça a été vraiment le wow moment, tu sais. Parce que souvent, je faisais des témoignages, mais pas de cette façon-là, où je les faisais photos avec les étoiles, 5-star rating, qui était déjà très bon en carrousel, je te dirais, mais jamais à ce niveau-là. Donc, je pense que pour les gens qui font du e-commerce, essayez d'aller chercher du contenu vidéo généré par les utilisateurs, les gens qui ont acheté votre produit, un petit 15, 20, 30 secondes, rien de très compliqué. Donnez-leur une carte cadeau de 10 piastres ou 20 piastres, whatsoever, en échange. Ça va vous rapporter beaucoup plus que tout le reste, là. Wow, intéressant. Très intéressant, Phil, ce que tu viens de dire. Ben, je l'ai entendu récemment, je faisais un podcast avec un bon ami à moi qui s'appelle Tarek Dasser, qui, lui, pour te donner un peu de contexte, Phil, fait beaucoup de pubs Facebook, mais avec des influenceurs. Donc, il utilise l'influenceur, puis là, après, il vient fueler la distribution en injectant un gros paquet de pubs Facebook. Puis, il avait la même réflexion que toi. Il dit, dès qu'on a commencé à pousser la qualité de nos témoignages à un autre niveau, les taux de conversion ont augmenté à un point tel, autant au niveau des pubs que des pages d'atterrissage. Donc, que tu renchérisses sur ce point-là aujourd'hui, ça me fait penser, là, je me dis, ouais, OK, quelques comptes en ce moment, là, on pourrait peut-être aller tester ça davantage. Ben, je pense que ça donne de l'appui puis ça crée de la confiance aussi parce que ce qu'on vit en ce moment dans le commerce électronique, là, je fais une petite parenthèse rapide là-dessus, c'est que le taux de boutiques a augmenté de façon incroyable les dernières années et beaucoup aussi de mauvaise ou pas bonne qualité de commerce électronique a augmenté. Ce qui fait en sorte que les gens, les dernières années, il y en a beaucoup qui se sont fait scammer ou ils ont commandé, ils ont une mauvaise expérience client, mauvaise qualité de produit, etc., sont de plus en plus sceptiques à acheter. Donc, quand on renforce le facteur de confiance, que ça soit à travers des témoignages ou même sur le site, des témoignages, des reviews, des trucs qui sont legit, ça aide énormément justement à closer cette vente-là qui, sinon, serait aussi difficile que n'importe quoi, là, tu sais. Ouais, effectivement. Dernière question que je te pose aujourd'hui, Phil. On enregistre le podcast 7 août 2020. Le temps des fêtes arrive pas tellement loin. On est encore dans une pandémie en ce moment, malheureusement, mais bon, faut comprendre un petit peu la réalité du consommateur. Cette année, il n'y aura pas 200 millions de personnes dans les centres d'achat. Non. Donc, en ayant cette vision-là, cette compréhension-là en tête, qu'est-ce que tu t'attends et qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui font du commerce en ligne pour les semaines, pour les mois à venir, parce que ça va être rock'n'roll cette année? Moi, la première chose que je regarde avec un client avant tout, puis que ça soit COVID ou pas COVID, Christmas ou pas, Noël ou pas, la logistique. C'est la première chose que je regarde. Est-ce qu'ils sont équipés de façon logistique pour être capables de traiter les commandes à l'interne et est-ce qu'ils ont les bons transporteurs en place ou est-ce qu'ils ont un système de backup en place? Ça, je dirais, ça, c'est la première chose qui est clé parce que justement, si ta logistique pète, tout le reste, tous tes efforts que tu as mis en amont, ta publicité, etc., tu viens de scraper ça directement. Fait que ça, c'est la première chose que je regarde. Deuxième chose, et oui, on s'attend absolument à probablement 2-3 fois, peut-être même plus, le nombre de ventes qui s'est fait les dernières années. Donc, si vous êtes au mois d'août, vous travaillez avec des fournisseurs, assurez-vous de stocker des choses aujourd'hui plus que d'habitude. Puis si vous en achetez un peu plus, c'est pas grave, vous allez être capable de l'écouler pour la prochaine année parce que il y a beaucoup de choses qui ne changeront pas en termes d'habitude de consommation pour les mois qui vont suivre après Noël. Donc, parce que les gens encore, probablement, on s'attend à être confinés au moins jusqu'à milieu 2021. Donc, si on regarde les tendances, il va y avoir un gros changement aussi en termes des habitudes de consommation. On voit Best Buy, Walmart, les grandes chaînes ne feront pas de Black Friday en magasin.
ils vont le faire probablement en ligne. Amazon, je crois qu'ils sont en train de revoir leur position parce qu'ils s'étaient dit probablement on n'en fera pas de vente spéciale cette année, mais peut-être que ça va changer de ce côté-là parce que c'est des revenus astronomiques qu'ils mettraient de côté. Puis ça, je pense pas que Amazon, les connaissant de façon aussi agressive qu'ils sont, ils voudraient passer à côté de cette opportunité-là. Donc, logistique, le stock en avance, c'est très important. Commencez votre publicité maintenant. Commencez vos techniques d'accroche de lead possible. Bâtissez votre liste de courriels maintenant parce que si vous avez une grosse liste courriel aujourd'hui, vous allez être en avant de tout le monde vis-à-vis les autres compétiteurs. Parce que dites-vous que là, non pas seulement que vous allez augmenter vos ventes durant cette période-là, mais tout le monde collectivement va l'augmenter, mais tout le monde va avoir aussi va être présent. Donc, beaucoup plus de compétition et sur Facebook, ça risque de coûter excessivement cher. Donc, si vous commencez à collecter vos leads et vos clients maintenant, ça va vous permettre d'avoir une bonne position rendue là. Ça, c'est ce que je vais faire pour moi, entre autres. Mon objectif, là, c'est même si je suis à perte en termes d'acquisition client, je vais payer l'extra parce que je sais que pour Noël, il va m'acheter peut-être 2-3 fois plus que ce que j'ai. Donc, avoir une vision un peu moyen, long terme, avoir une vision peut-être lifetime value aussi avec le client parce que c'est aujourd'hui que ça se joue, c'est pas demain parce que le meilleur coût d'acquisition, c'est celui d'aujourd'hui que vous allez avoir et non pas en novembre. Ah, c'est des mots très sages que tu viens de dire, puis ça va dans ce qu'ils ont. Tu vois, hier, j'avais une rencontre avec Facebook, avec le directeur de Facebook à Chicago, et il nous a mentionné qu'il était en train de parler avec les gros retailers et que Amazon pense faire leur Amazon Prime Day en début octobre cette année pour aller chercher 30-40% des ventes qui se font habituellement au Black Friday. Walmart risque d'être fermé dans les centres pour le Black Friday cette année parce qu'ils pourront pas respecter des règles de distanciation sociale. Donc, tout ça, qu'est-ce que c'est en train de dire? C'est que ces gros retailers-là, qui ont les poches pleines, vont aller investir d'une manière beaucoup plus massive en ligne que les années auparavant. Donc, les petits commerçants, les plus petits commerçants en ligne, la seule chose qui leur reste à leur disposition, c'est quoi? C'est leur préparation, tu sais. C'est de comprendre que cette année, aller mettre $1 de publicité pendant le Black Friday, déjà que le CPM est 2 à 3 fois plus élevé année après année qu'une période normale, cette année, ça sera même pas achetable, tu sais. Donc, oubliez de faire de la publicité sur des audiences froides cette année pendant le Black Friday. Phil, tu l'as dit, c'est votre liste de courriels ou vos audiences remarketing qui sont super, super hot, là, tu sais, qui sont prêtes à acheter. Les audiences froides, là, ça fonctionnera pas cette année, ça va être trop cher. Trop cher. Donc, je pense que le mot, là, préparation, c'est exactement ça que les gens doivent avoir en tête aujourd'hui. Exactement. Puis déjà l'année passée, j'ai fait le comment je peux dire ça, j'ai décidé de me retirer en fait des promotions de Black Friday parce que déjà je trouvais que c'était excessivement cher et ça me prenait beaucoup plus d'argent versus les autres années pour aller en audience froide. Fait qu'on a décidé de miser strictement sur notre liste courriel. Donc c'est ça en fait la réalité. Puis comme tu le dis, c'est d'année en année ça va augmenter. Et on va sentir la pression. Moi, j'aime bien regarder comme qu'est-ce qu'ils font en fait de Costco. Costco, là, sont toujours les premiers à mettre le stock de Noël. Tu sais, on est là au mois d'août. Là, je pense la semaine passée, j'ai été faire un tour, puis il y a déjà du stock de Noël. Ben, ils préparent les gens, ils préparent les clients, ils préparent aussi les produits. Donc, c'est un peu le même principe. Tu sais, ils testent le marché, voir qu'est-ce qui va fonctionner. S'ils voient qu'il y a de l'attraction sur certains produits, là, ils vont pacter plus, puis en même temps, ben ça permet aussi de désengorger un peu d'une autre façon, parce que tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont plus maintenant aussi au Black Friday acheter en magasin, parce que il y a trop de monde, tout ça. Donc, on veut prendre des gens d'avance. Puis tantôt, je parlais des ugly sweatshirts, là, mais moi, les ugly sweatshirts, là, j'ai pars en général fin août, début septembre. C'est parce que justement, je me prépare à ramasser une base de données de gens qui, eux, vont en fait, tu sais, cette année, ça va peut-être changer. Là, ça, c'est le point d'interrogation. Vu qu'il n'y aura pas de party de compagnie puis des trucs comme ça risque de changer. Mais en général, qu'est-ce qui se passe, c'est que tu les prends plus tôt, tu les prépares mentalement, ils voient les trucs, là, ils se disent, oh zut, là, oui, j'ai un party qui s'en vient, ou on va faire un party de famille, ou on va faire quelque chose en famille, puis on va tout habiller pareil. Ben,
là, le voir d'avance, ça les prépare mentalement. Fait que ça, c'est l'autre partie qu'il faut pas oublier. Il y a une préparation mentale. Ça fait partie aussi du tunnel de vente, là, globalement. Là. Donc, définitivement. plus t'es en haut, mieux ça va aller par la suite quand tu vas arriver à les convertir. Là. Bon, ben merveilleux. Puis, garde, Phil, merci d'avoir pris le temps aujourd'hui de donner ces conseils judicieux. Puis la dernière question, si les gens veulent en savoir plus sur GoldRider, acheter ton café, acheter les autres produits, parce que j'ai vu qu'il y avait encore les autres produits qui étaient accessibles sur ton site Internet. Est-ce que tu pourrais peut-être nous en dire plus? Et même également, peut-être, si on veut rentrer en contact avec toi? Oui, absolument. Ben, c'est premièrement, le site, c'est gothrider.ca. Donc, vous pouvez aller là-dessus. Notre café, évidemment, est disponible. On vend des t-shirts, des casquettes et d'autres produits reliés au brand. Si vous voulez me suivre, j'ai ma page Facebook. Donc, vous pouvez aller sur facebook.com/philkiprianou. Et j'ai un podcast aussi qui s'appelle Chill with Phil. Donc, vous pouvez trouver également sur iTunes, Spotify, etc. où je partage, comme toi, des bons moments avec d'autres experts dans l'industrie également. Bon, ben merveilleux, Phil. Merci beaucoup de ton temps. Puis pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Social Selling. Social selling. Social selling.